Bonjour audience, prête pour un nouvel épisode de Toon Girls avec un rugissant. Cet épisode sera plus long et moins léger que d'autres. Il me semble cependant nécessaire de prendre mon temps afin de me montrer la plus claire possible. S'il y a bien un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, ce sont les séries satiriques américaines. D'un épisode à l'autre, je peux sauter de joie ou pleurer de consternation. La seule qui ne m'ait jamais fait face-palmer au point que ma main traverse mon cerveau, ce doit être Daria. Sinon je passe toujours d'un extrême à l'autre, que ce soit en regardant South Park, les séries de Seth MacFarlane ou encore les Simpsons, qui après 20 ans traînent quand même quelques petites casseroles. La satire est un exercice délicat, dont le but n'est pas à mon sens simplement de faire rire, mais d'attirer notre attention sur des choses auxquelles on ne pense pas spontanément, de nous faire réfléchir en nous réfléchissant avec un miroir déformant. Du coup, l'excuse « c'est juste de l'humour », ça marche pas. Celui qui satirise a à mon sens la responsabilité de faire sortir le spectateur de sa zone de confort. Problème, celui qui satirise se contente souvent de faire rire, en tendant un miroir déformant à la face du spectateur, certes, mais on ne voit pas un reflet qui nous pousse à la réflexion. C'est trop peu. Ça se transforme en provocation facile, ça offense certaines personnes qu'on va dire susceptibles, ça enfonce d'autres personnes dans leurs a priori, et ça ne fait réfléchir personne. Je suppose que dans ces cas-là, la visée cathartique « ouais, ça tape sur tout le monde » prend le pas sur la réflexion. Seulement dans notre société, inutile de se voiler la face, il y a des gens sur lesquels on tape plus souvent que d'autres. Alors si la satire se contente de taper sur eux, au lieu de taper sur ceux qui leur tapent dessus, c'est là que je doute de son utilité. Je ne demande pas à la satire de faire la leçon évidemment, mais rien qu'encourager la réflexion ce serait pas du luxe. Boondocks, la série dont je vais vous parler, n'échappe pas à la règle. I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright. The same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow that let you know to call your brother son. The story that just begun, the promise of what's to come. And I'ma remain a soldier till the war is won. Chop, chop, chop. Flip. Chop, chop, chop. Ce dessin animé est un must-see, rien que parce qu'il a des ambitions esthétiques incroyables. Bien sûr, le jaune des Simpsons et le minimalisme de South Park sont des choix qui sont très bien assumés. Mais Boondocks s'est mis en scène comme un animé d'action, c'est vraiment très bien animé. C'est donc un attrait non négligeable, puisque la forme est déjà séduisante. Voyons le fond maintenant. On y suit l'histoire de Huey et Riley Freeman, qui emménagent avec leur grand-père dans une banlieue blanche américaine. Huey tient son nom de Huey P. Newton, un des cofondateurs du mouvement des Black Panthers. Et son nom de famille, Freeman, c'est un nom que beaucoup d'esclaves prenaient, à leur libération. À côté, son frère Riley est plus ancré dans la culture pop gangsta rap contemporaine. Se voulant la synthèse d'une subculture noire américaine qui va donc des rappeurs gangsta à Martin Luther King et Malcolm X, en passant par la Blaxploitation ou l'icône oubliée Dorothy Dandridge, Boondocks est une série problématique. Je vais vous parler de la série animée, mais en réalité Boondocks c'est avant tout une série de comic strips qui ont commencé dans le milieu des années 90. Le créateur de la BD, Aaron McGruder, est un type vraiment intéressant. Il définit la satire de cette façon. L'idée c'est toujours de transmettre un message sur les mensonges que la société se raconte à elle-même. Et définir la satire de cette façon quand on est un créateur de séries satiriques, c'est quand même la preuve qu'il y a une vraie réflexion derrière. Aaron McGruder, le créateur de la BD Boondocks, avait donc le contrôle artistique des 3 premières saisons de Boondocks, qui sont vraiment meilleures que la 4e. Même si, il faut l'admettre, les 3 premières saisons ont aussi leur lot d'épisodes à facepalm. Après cette longue introduction, je vais m'attarder sur le personnage de Jasmine Dubois et le problème des femmes dans Boondocks. Même si, à mon sens, c'est pas le seul problème de Boondocks, mais c'est vraiment délicat d'en parler. En fait, je trouve que certains éléments de Boondocks peuvent être perçus par les blancs, qui ne sont donc pas éduqués au problème du racisme, à toute la subculture noire américaine, les revendications qui y sont liées, à une légitimisation du racisme. Je ne sais pas le début de ma phrase, je sais pas si c'est grammaticalement correct. Du genre, haha, les noirs se comportent comme des crétins, haha, j'ai bien raison de les traiter avec mon mépris. Mais je trouve que la BD est beaucoup plus subtile et didactique à ce niveau-là. Il y a par exemple un strip qui est un des premiers de la BD que j'aime beaucoup, où Huey et Riley sont en train de regarder leurs voisins blancs, parce qu'ils viennent d'emménager dans donc leur banlieue blanche, et donc Riley parle des blancs comme si c'était des bêtes de foire qui sont là pour les distraire en fait, et Huey le corrige, oh mais tous les blancs ne sont pas là pour te distraire Riley, blablabla, parce que Huey est la voix de la raison. Mais donc cette façon de parler des blancs comme quelque chose à observer et dont on peut se moquer, c'est exactement la façon dont on a considéré les noirs, quoi, des distractions pour les blancs. Il y a eu tout le phénomène de la blackface, ce genre de choses. Et donc avec ce strip là,
Le spectateur blanc est immédiatement mis au pied du mur. C'est un peu comme si l'auteur lui adressait ce message-là. Écoute, tu peux regarder, tu peux lire, tu peux même rigoler, mais t'attends pas à rire de nous comme si c'était nous qui allions te distraire, parce que tout le temps, on va te remettre face à ça, au fait que toi, blanc, tu es dans une position où tu peux nous considérer comme des bêtes de foire, mais nous, on en est conscient et on te renvoie ce miroir-là. Je trouve ça très très fort. Dans la série, par contre, je trouve que les limites sont beaucoup plus floues. Par exemple, même si j'essaie de me cultiver à ce niveau-là, je sais qu'en tant que blanche, ma première réaction face au comportement de Huey Freeman, qui est très très méfiant, ça a été d'interpréter ça comme de la paranoïa de complotiste. Alors qu'en fait, il s'agit de l'application d'une citation célèbre de Malcolm X qui semble très légitime. Donc ça dit: si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et à aimer ceux qui les oppriment. Mais revenons à Jasmine, le script est déjà assez long comme ça. Dans la BD comme dans le dessin animé, Jasmine, la petite métisse, symbolise un idéal du melting pot américain avec réussite libérale à la clé. Elle en paiera les frais dans l'épisode The Block is Hot où, dans l'espoir d'acheter un poney, elle se lance dans un commerce de citronnade et elle se verra écrasée sous les rouages du capitalisme blanc, américain, libéral, tout ce que vous voulez. Son père est noir, sa mère est blanche, ils sont tous les deux avocats. La représentation de leur couple est très problématique à mon sens. Il est montré que la femme blanche, en fait, on a l'impression qu'elle est avec le noir parce qu'elle voulait qu'il la domine. Il y a rien qui l'excite plus qu'un peu de violence. You're the man, Tom! Sometimes I want you to dominate! Take control! If I'm out of line, put me in check! Il y a deux problèmes avec ça. De un, où vous avez vu que les femmes sont excitées par la violence. De deux, la blanche aurait associé une idée de violence primaire à son mari noir et c'est pour ça qu'elle l'aurait épousé. Donc son mari Tom Dubois, lui, il est défini par Aaron McGruder comme un mec normal. Tom est une autre approche de l'homme noir, c'est le mec pas cool. Il est juste normal, c'est pas une caricature de geek, mais avec les noirs, la barre de coolitude est tellement haute que on peut être normal et être un nerd. Et ce personnage de Tom est constamment ridiculisé dès qu'il agit comme un mec décent en fait. C'est-à-dire qu'il refuse de frapper et de traiter les femmes de biatch. Could we please not call her a bitch? Say it, bitch! Ça ridiculise le fait de se comporter comme un mec décent, de demander le consentement du femme, de pas l'insulter. Franchement, est-ce que c'est des comportements ridicules à vos yeux? Parce que là, il y a un problème. À chaque épisode où on se moque de Tom, souvent il y a des espèces de violences envers les femmes en arrière-plan et je trouve que, disons, c'est animé d'une façon tellement cathartique. Enfin, on a vraiment l'impression que les animateurs prennent le pied en dessinant des femmes qui se font taper, quoi. C'est tellement drôle, hahaha. C'est pas comme si ça arrivait dans la vraie vie, hein, des femmes qui se font frapper et qui en meurent. Et ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que souvent le fait d'être violent envers les femmes semble être associé dans la série au fait d'être noir et cool. Je veux dire, le fait d'être violent envers les femmes, c'est vraiment pas inhérent au fait d'être noir. Le premier homme qui s'est associé au mouvement de libération des femmes aux États-Unis, le premier homme féministe, c'était un noir, c'était Frederick Douglass. Et il était même ridiculisé par les blancs pour ses tendances féministes. Les militantes du mouvement des Black Panthers, elles recevaient le même entraînement que les hommes, et elles pouvaient même occuper des postes à responsabilité. Et même pour revenir aux sources, en Afrique même, on a eu des sociétés matriarcales, des héroïnes guerrières et meneuses comme, attention, je vais sans doute très mal prononcer tous les mots qui vont suivre, les Amazones du Dahomey, je vais l'écrire en bas, hein. Il y a Asentawa qui mena la rébellion des Ashanti, Kimpa Vita du royaume du Congo, et j'en passe. De fait, non, le sexisme, c'est pas le fait des Noirs. Le sexisme et le racisme, c'est des oppressions institutionnalisées en Occident. C'est pas des actes commis par une minorité. Avec cet héritage dont je viens de parler, Jasmine aurait pu être aussi clairvoyante et engagée que Huey Freeman. Mais Jasmine est surtout introduite dans la BD Boondocks comme la victime du colorisme. C'est-à-dire qu'en tant que fille non blanche, elle reçoit une double injonction. Être une femme, c'est être belle, c'est être blanche. Car, et oui, la beauté standardisée partout dans le monde, c'est Claudia Schiffer. Jasmine, du coup, reçoit de plein fouet ces injonctions, notamment encouragée par ses parents qui sont très maladroits avec elle et qui la fétichisent un petit peu à cause de son métissage parce qu'il la rend plus claire. Et donc, elle rêve de passer pour une blanche. Elle est hyper flattée quand une de ses camarades blondes la prend pour une blanche. Et elle se vexe dès que Huey lui fait remarquer que ses cheveux sont une afro. Le fait que Jasmine soit définie par son rapport à la beauté, je trouve ça un peu dommage parce que les femmes dans la fiction sont globalement définies par ça, même dans la vie de tous les jours, enfin, la beauté, la féminité, voilà. D'un autre côté, je trouve qu'on parle si peu du problème du colorisme qui m'était totalement inconnu jusqu'à ce que je lise Boondocks et qu'ensuite je me renseigne sur la question, que franchement j'aurais trouvé très intéressant de médiatiser cet aspect de la vie des femmes racisées. Mais bon, cet aspect-là du personnage est passé complètement à la trappe quand il est passé au dessin animé.
dans la BD colorisme. Dans le dessin animé, on n'en parle jamais. À côté, on a un autre personnage qui prend un peu plus de place dans le dessin animé, c'est Uncle Ruckus. Oncle Ruckus qui fait écho à cette détestation de soi qu'ont les noirs qui subissent les dictats blancs. Et Oncle Ruckus, lui, il rejette le fait d'être noir dans son intégralité parce que ça signifie être opprimé et il refuse ça. Donc il prétend qu'il a la maladie de Michael Jackson mais en inversé, c'est-à-dire qu'en fait il noircit. Et à la base il était blanc, c'est sa grande fierté. Et donc Jasmine, son problème esthétique n'est jamais abordé dans le dessin animé, mais Oncle Ruckus, on développe. Et je comprends tout à fait le choix d'Aaron McGruder de privilégier l'oncle Ruckus par rapport à Jasmine, parce que Oncle Ruckus est un personnage bien plus intéressant que Jasmine, il fait tout le temps des blagues racistes, c'est complètement décalé, ça met vraiment le nez dans les contradictions, c'est vraiment un très bon personnage. Mais c'est dommage que ce soit toujours les hommes qui soient drôles, quoi. Et Jasmine aurait pu représenter tellement plus que ce qu'elle représente, enfin. Dans le dessin animé, même l'idée du métissage n'est pas tellement abordée à travers elle, c'est plutôt à travers son père qui a épousé une blanche et donc on dit que c'est un peu contradictoire. Jasmine, c'est juste une petite fille telle que les petites filles sont perçues par le sexe opposé, c'est-à-dire qu'elle est obsédée par les poneys, pleurnicharde, sentimentale, en brin capricieuse. Merci Boondocks. Et donc je vais vous parler du traitement des autres femmes secondaires noires parce que Jasmine en fait c'est le seul personnage féminin récurrent donc racisé de la série. Leur traitement est vraiment pas mieux. Les femmes en général dans Boondocks, blanches ou noires, moches ou belles, elles sont complètement monolithiques. Et elles ne sont là que pour rendre la vie impossible aux hommes avec leurs exigences et leur sale caractère. Même quand elles sont parfaites comme Ebony Brown, leur perfection complexe leur partenaire qui se trouve réduit à l'état de loque sentimentale. Et vu qu'on suit son point de vue, et ben la perfection de la fille on s'en fout, ce qui compte c'est que le fait qu'elle soit parfaite, ça le rend triste. Après, je vais pas non plus jeter la pierre à Ebony Brown, c'est un peu le seul personnage féminin sympa de la série. Elle est un hommage maladroit à l'idéal de la femme noire et forte avec son nom qui évoque le fait que sa peau est noire mais noir foncé, noir ébène. Puis physiquement, elle ressemble à ces bombasses hyper érotisées qu'on trouve dans des films de blaxploitation comme Foxy Brown. Mais après, mettre en valeur la beauté noir foncé, c'est quand même intéressant. Même si ça passe par le biais de l'éternel regard masculin. Un autre personnage plutôt cool que j'avais oublié, tout ce petit ajout tardif, c'est Thelma, l'ancêtre des Freeman, qui a mené une révolte d'esclaves. Seulement, malgré son statut de véritable héroïne de l'histoire, elle est abordée très rapidement au profit de son mari Catcher Freeman. Encore une fois, un potentiel gâché. Ah, Boondocks, je ne regrette vraiment pas de t'avoir regardé. Cette série est quand même bluffante et aborde certains problèmes sociétaux avec une finesse vraiment surprenante. Et puis j'ai bien ri. À ce propos, quelques épisodes que je recommande absolument. Gangstalicious 2, qui parle de l'homosexualité dans le milieu du rap. The Passion of Reverend Ruckus, qui évoque en fait les injustices carcérales vis-à-vis des Noirs, et en parallèle, l'oncle Ruckus qui monte une église pour la suprématie blanche. It's a Black President Huey Freeman, qui évoque donc l'investiture d'Obama, et le fait qu'au final, ça n'a pas résolu le problème du racisme. Et Huey Freeman Christmas, où Huey essaie de monter une pièce où Jésus est noir. Ça pose certains problèmes, même si historiquement c'est plus juste en fait. Mais pour ce qui est des représentations des femmes noires dans Boondocks, on repassera. On attend encore une mini Angela Davis qui ferait le même genre d'observation sarcastique que Huey Freeman. Sinon, pour une représentation non satirique de femmes afro-américaines, on a The Proud Family, ou Cool Attitude en français. C'est une série beaucoup moins subversive puisqu'elle s'adresse à un public plus jeune et puis elle était diffusée sur Disney Channel il me semble, enfin c'est produit par Disney même si au départ ça a été proposé à Nickelodeon. Et donc apparemment cette série présente des personnages féminins très forts et variés, mais personnellement j'ai pas encore eu le temps de m'y attarder. Et sinon, dans Daria, toujours Daria, les token black people, enfin les noirs de service, Mac et Jodie, sont vraiment très intéressants dans leur questionnement quasi métafictionnel de leurs conditions justement de noirs de service. Mais ils restent des personnages très secondaires dans une histoire de blanc. En somme, la série Boondocks et même la BD Boondocks, c'est vraiment à voir et à lire pour la fenêtre que ça ouvre sur la condition des Noirs aux États-Unis. Mais pour les représentations féminines... Mais elle est surtout introduite dans la... Ouh non, Moumine, ne pars pas, Moumine, non. Il en a marre, il aime pas que je parle du racisme, ça le fait chier. Mais oui Moumine, tu n'es pas raciste, personne ne